Bonjour à tous. Allez, tout le monde rentre. Il est 13 heures, on va bientôt commencer. Bah, le temps que tout le monde débarque. Je sais pas du tout combien de personnes on va faire rentrer. Bonjour Gilles, à qui j'ai pas parlé depuis au moins 8 ans. Truc de fou. Comment ça va bien? Eh, ça me fait super plaisir de te voir. Enfin de te voir, de te lire. Hem, bonjour. Alors si tu mets Clos, Bastien, je vais t'appeler Clos parce que je vais pas pouvoir, faire la traduction à chaque fois. Ouais, ouais, ça va très bien Gilles, merci beaucoup. Hem, alors je voulais vous demander si tout le monde m'entendait, si tout le monde me voyait, si les gens pouvaient, juste écrire des petites choses, pour me dire bonjour dans l'espace commentaire pour voir que tout fonctionne bien. Dites-moi si vous voyez bien l'écran jaune au milieu aussi. Bonjour Laure, son tout OK, c'est cool. Bonjour Nicolas. Vérifiez bien que l'espace commentaire fonctionne pour vous. Parce que je vais vous le faire un petit peu utiliser, même beaucoup. Parce que ouais, en fait, si vous vous attendiez à une conférence où vous alliez pouvoir, faire la sieste tranquillement pendant que je déblate d'une voix monocorde, en faisant défiler 200 slides, vous êtes pas au bon endroit, c'est vraiment pas le bon moment. Bonjour Béatrice, bonjour Enfrin, bonjour Benjamin. J'ai dit bonjour à tout le monde. C'est en train de rentrer tout doucement. Non, non, j'essaye d'animer un minimum mes présentations, hein, son et vidéo OK, écran jaune au milieu, tout va bien. OK, ça va. Si l'écran n'est pas jaune, c'est qu'il y a un problème. Hem, bonjour à tous, à qui j'ai pas dit bonjour encore? Qui est-ce qui ne m'a pas parlé? Je vois qu'il y a Stéphane ici, je crois que c'est Angélique qui est là, qui est déjà venue, donc qui va pas apprendre grand chose de plus. Hem, bonjour Mohamed, bonjour Sabrina. Bon, ça rentre tout doucement. Cool. Bonjour Charline. Donc je reprécise, hem, voyez bien bonjour Léa, voyez bien si vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais vous faire participer aujourd'hui. Je vous annonce d'ores et déjà, je le redirai à la fin pour les gens qui ne sont pas encore arrivés, que je vais tenir un audio live sur LinkedIn le 7 mars à partir de 13 heures, le mardi 7 mars à partir de 13 heures, où vous pourrez, à l'audio, me poser vos questions par rapport aux situations que vous êtes en train de rencontrer dans vos organisations, dans vos sociétés, auprès de vos équipes, dans votre vie de tous les jours. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, vous pourrez venir me poser vos questions à l'occasion de cet audio live et je vous répondrai en direct. Bonjour Chris, je vous passe l'information dès maintenant parce que peut-être que vous allez partir un petit peu avant la fin et que si je le dis qu'à la fin, bah, vous n'aurez pas l'information et puis ceux qui ne sont pas encore arrivés, ils l'entendront tout à l'heure. Gardez l'information en tête. Audio live le 7 mars sur LinkedIn à 13 heures. Communiquez l'information autour de vous. Il y a peut-être des gens qui seront intéressés, il y a peut-être des gens qui en ont besoin aussi. On va laisser rentrer les derniers participants. On va se mettre au travail. Il est 13h03. Pourquoi on est là? Bon, bah, c'est le titre, hein, c'est tout simple. On est là pour parler de déblocage de projets ou de situations qui n'avancent pas, spécifiquement dans vos entreprises. Parce que quand on est dirigeant d'entreprise, bah, il y a de quoi faire. On est d'accord. Il y a de quoi faire et alors, pourquoi je voudrais vous parler de ça? Parce que, bon, il se trouve que je suis quelqu'un de particulièrement attentif à ce que les gens me disent. Je cherche à comprendre les besoins de mes potentiels clients, évidemment. Et le truc, c'est que ma spécialité dans la vie de tous les jours, c'est, la gestion du temps. C'est d'accompagner les dirigeants et les entrepreneurs à retrouver la maîtrise de leur temps, de leur équilibre de vie, de réduire leur charge mentale. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais il se trouve que je discute avec des gens qui pourraient sembler avoir besoin de mes services. Puis eux me disent: «Non». Alors, comment ça, non? Alors, ils m'expliquent, c'est pas qu'ils ont pas le temps ou qu'ils soient en retard ou qu'ils soient débordés, c'est que tel sujet ou tel problème dans leur entreprise n'avance pas, ce qui fait qu'ils vont perdre beaucoup de temps. Autrement dit, le problème n'est pas le dirigeant, le problème est le projet qui n'avance pas. Puis bon, comme de toute façon, même avec mes clients, le problème n'est jamais, mes clients à la base, hein, je me suis dit que ce serait intéressant de transposer, mon analyse, ma philosophie de travail autour du temps, mais
sur des problèmes liés à des situations qui n'avancent pas et puis, bah, qui vont coûter cher à l'entreprise, cher autant en argent qu'en temps. Donc voilà, vous savez tout. Donc on va regarder tout ça et ce que je vous propose, j'ai oublié de passer cette slide, dis donc, n'importe quoi. Ce que je vous propose, bah, c'est de regarder, dans un premier temps, comment impulser le changement et découvrir les solutions dont on va avoir besoin, qui nous échappent jusqu'à maintenant. On va regarder comment embarquer les équipes qui constituent vos entreprises et puis on va regarder aussi, un peu, comment convertir les réfractaires qui sont là, qui vont, parfois malgré eux, parfois très volontairement, constituer des freins. Et puis on va commencer avec une petite histoire pour vous mettre en appétit. Hem, alors, juste avant toute chose, hem, on est déjà un certain nombre, c'est très chouette, merci beaucoup. Dites-moi si vous êtes toujours avec moi, si le programme vous convient et puis si vous avez des questions avant qu'on commence. Le temps que je me désaltère un petit coup, parce que je vais un peu parler quand même. Quand je m'arrête de parler, c'est que je vois que quelqu'un écrit et que, je veux attendre de lire ce que la personne me demande pour pouvoir lui répondre, plutôt que de faire les 2 en même temps. Toujours là, bon programme, pas de questions pour le moment, tout est clair. Cool. Plus personne n'écrit, on y va. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette histoire, puisque j'en ai parlé dans un post l'an dernier sur LinkedIn. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on va faire de cette histoire pour aller chercher les réponses qu'on attend de cette conférence, autant que possible. Je vais vous faire participer avec, vos situations un peu plus tard, mais je commence par ça, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs ramifications intéressantes. Donc c'est l'histoire de Philippe qui est, directeur commercial et puis il me raconte une expérience où il a obéi, très consciencieusement à une consigne du patron, le dirigeant de sa société, qui pensait avoir eu une bonne idée. Et il me raconte, voilà, comme ça, bah, ouais, le patron m'appelle lundi soir en me disant, d'être, demain matin à 450 kilomètres de là où je suis. Et évidemment, bah, il y a pas d'avion sur un délai aussi court, donc je suis obligé d'y aller en voiture. Puis là, déjà, je commence à me demander: «Mais c'est un peu bizarre», OK. Je lui demande pourquoi il a dû faire ces 900 kilomètres en si peu de temps. Et il explique: «Eh bah, figure-toi que c'était pour sauver un contrat que le commercial sur le terrain était en train de perdre avec un client trop important pour le patron». Là, je commence à me dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais je fais pas état de mes mes préoccupations à Philippe, mais voilà, on a bien une situation bloquée parce qu'on a un client qui n'engage pas la négociation, on a un vendeur qui refuse de rentrer bredouille et je pars du principe que le patron n'aurait pas dû envoyer Philippe qui s'est avalé 900 kilomètres pour sauver un dossier certes, mais pendant ce temps-là, Philippe n'a rien pu faire de très productif pendant qu'il était en voiture. Bon, au mieux, il a pu, passer des coups de fil, OK. Le collaborateur en difficulté, il a perdu l'opportunité d'apprendre de ses erreurs puisqu'il a bénéficié du sauvetage, de Philippe. Mais surtout, la chaîne de hiérarchie n'a pas été respectée. Le collaborateur, qui était un commercial, il aurait dû référer de ses difficultés à Philippe, pas au patron. Donc le patron a été dérangé et a dû prendre du temps pour décider quelque chose qui n'était pas de sa responsabilité directe. Bon, par ailleurs, l'image de la société aux yeux du client, elle a pu se dégrader parce qu'il y a eu un changement d'interlocuteur dans la négociation. On peut aussi parler du problème quand même qui fait que tel client va être trop important pour le patron. Ça veut dire quoi? Qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi pour les beaux yeux d'un seul client. Ça fait quand même beaucoup. Bon, il y a plein d'autres petits soucis autour de cette question, mais on va pas s'y attarder. Je prends quand même cet exemple parce que vous pourriez penser que c'est juste une situation normale, mais avec une série de mauvaises décisions. La réalité, c'est que toute situation bloquée peut générer des mauvaises décisions, tout en donnant l'impression que les choses avancent parce que des décisions ont été prises. Alors que non. Bonjour, Grégoire, pas de problème, vous arrivez quand vous pouvez. Vous reprendrez au vol, une prochaine fois quand ce sera diffusé sur YouTube si vous avez, besoin de rattraper les 10 minutes précédentes. Je reprends. Bonjour Soumaïa. Comme comme les décisions sont mauvaises, la situation
en réalité, n'avance pas du tout. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je voudrais maintenant vous demander votre avis. Vous imaginez que vous êtes dans la peau du dirigeant et vous avez ce commercial qui vient vous dire: «J'arrive pas à avancer avec mon client, on ne peut pas perdre le dossier». Est-ce que vous auriez réagi comme ce dirigeant-là? Et sinon, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Je vous laisse dans les commentaires me donner vos réponses. Donc Benjamin nous dit: «À voir directement avec son N+1». C'est-à-dire que si, en tant que dirigeant, vous entendez la requête du commercial, même si c'est un client entre guillemets, «imperdable», on le retoque en N+1. OK. Gilles, j'aurais demandé quel était réellement le point bloquant pour travailler avec le commercial. OK. Mohamed: «Bonjour, cela dépend des enjeux et de la capacité du commercial à transformer». Évidemment. Chris: «Demander au client une autre date de réunion, travailler sur le sujet et la direction pour mieux cadrer le contexte». Ouais, mais est-ce que le client était OK pour une autre date de réunion? C'est vrai, enfin, pour là, en l'occurrence, on n'a pas toutes ces informations-là. On va revenir sur le problème des informations à la fin de la conférence. Soumaïa: «J'ai pas tout suivi, mais personnellement, je l'aiderais en mode coach à trouver la solution». Est-ce qu'un dirigeant peut être en mode coach à trouver des solutions? Bérangère: «Encore plus direct. OK, si je suis le dirigeant, j'y serais allé directement». Vous seriez allé directement voir le client? Alors que vous avez un directeur commercial pour traiter, l'ensemble des dossiers et que vous avez des commerciaux terrain? OK. Charline: «Quelles actions le commercial a-t-il déjà mis en place?» Bah, on part du principe qu'il a mis en place toutes les actions ou de suivi puisque c'est déjà un client et donc peut-être qu'il y a un blocage de négociation à dire: «OK, on ne veut pas renouveler le contrat», par exemple, ou on renouvelle le contrat mais contre une remise et cetera. Donc oui, on peut voir ce qui peut manquer de la part du commercial. Claude, le dirigeant, a agi, je pense, trop rapidement. Pour peut-être un travail de fond en amont aurait permis d'éviter ce genre de problème. Mais quel est le problème? D'où vient le problème? Alors, pour ce qui est de la réaction rapide, on est bien d'accord. Gilles, question de lui laisser un point de crédibilité auprès du client et de lui permettre d'évoluer en compétences. Claude, arrivé au point de rupture de la sorte, il a forcément eu un mauvais suivi de la part du commercial, de son directeur comme en amont. Ça, c'est une très grande possibilité aussi. Mohamed, le directeur commercial n'est-il pas le coach idéal? Bah si, déjà, on va c'est peut-être pas non plus le bon mot, mais c'est celui qui est censé accompagner ses équipes sur le terrain, ça on est bien d'accord. Chris: «Aller pour aider le commercial avec une posture de médiation pour comprendre les enjeux». Oui. Léa: «Demande des rapports au directeur commercial pour comprendre le point bloquant». J'aurais demandé préalablement à ce qu'il ait fait un point récap avec le commercial pour exposer liminaire du suivi client et seulement après plan d'action pour savoir comment débloquer avec le client. Transfert du dossier vers l'ordicom. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est de dire: «Toi, tu es commercial terrain, tu t'en adresses avec ton directeur commercial, pas avec moi». Thomas: «J'aurais demandé au DIRCO de faire le point avec le commercial et de me proposer son plan d'action». OK. Soumaïa: «Le rôle du dirigeant en ce moment, je pense surtout de rassurer le commercial et la finalité, c'est quoi le pire et comment réduire ce pire?» Bah, la finalité, au pire, c'est de perdre le client. En tout cas du point de vue du dirigeant, c'est ça. Bon. Bon, j'aime bien, il y a pas mal de bonnes idées collectivement. OK. Hem, si on synthétise, le dirigeant est peut-être allé trop vite. Il a clairement outrepassé enfin, il a laissé le commercial outrepasser la limite hiérarchique entre lui et le dirigeant et Lionel rajoute: «Idéalement, la société ne devrait pas avoir de clients imperdables». Oui, c'est un peu l'esprit de ce que je disais. Mais s'il l'est et que la situation est bloquée, j'en réfère au N+1 et si nécessaire, je me déplace. OK, bon. Hem, est-ce que vous vous déplaceriez si vous étiez le dirigeant d'une société où il y a justement un directeur commercial qui est vraiment fait pour ça? De le faire se déplacer
à la dernière minute, alors peut-être qu'il y a une notion de timing qu'on ne maîtrise pas, mais quand justement vous avez à disposition, entre guillemets, heu, plus d'une centaine de collaborateurs. Ce qui est le cas de la société de Philippe. C'est pas, il y a pas 4 collaborateurs dont le dirigeant, le directeur commercial et un commercial. Hem et j'ai remarqué beaucoup de commentaires de votre part où vous disiez: «Je prends le sujet, en main et je le traite plutôt que de le laisser mourir». Et voilà Chris, la hiérarchie commerciale doit réaliser ses actions. On est d'accord. Alors, je reviens un instant à Philippe. Est-ce que enfin, à la situation de manière générale plutôt. Est-ce que cette situation, pour le commercial, est résolue? Alors, il va penser que oui, parce qu'il a été vulgairement dit, il s'est fait sortir le cul des ronces, très bien, mais il n'a pas trouvé de lui-même comment satisfaire le client. Est-ce que la situation, elle est résolue pour le client? On peut penser qu'a priori oui, mais ça a été à un coût de stress et de moyens trop élevé par rapport à ce que ça devrait être. C'est quand même pas idéal. Est-ce que la situation, elle est résolue pour le patron? Il va peut-être penser que oui, jusqu'à la prochaine fois où il sera de nouveau dérangé pour un autre sujet, sur lequel il y a a priori d'autres personnes qui sont là pour ces sujets. Des personnes comme Philippe justement. Et est-ce que la situation, elle est résolue pour Philippe? Bah, pas vraiment, parce que le rôle de pompier, c'est pour les pompiers, pas pour les directeurs commerciaux. Et donc, le coût réel de la décision, c'est là où on va en venir, il est quand même assez conséquent. Est-ce que vous pourriez me dire, et je vais lire les derniers commentaires pendant ce temps-là, est-ce que vous pourriez me dire comment vous mesurez le coût réel de vos décisions? Hem, alors, Anna dit: «Il y a peut-être un lien particulier entre le client et le DG». Alors c'est possible, mais dans ce cas-là, on n'envoie pas un commercial, c'est le DG qui gère. Gilles de Maquin, non, ça le décrédibilise non plus. Si c'est vital, j'en réfère au directeur commercial qui va trancher la pertinence de mon déplacement. Oui. Mohamed dit: «Un coup de fil ou une visio aurait été un premier réflexe d'optimisation du temps». Oui, mais pour qui? Pour le directeur commercial ou pour le patron? Alors, par rapport au coût réel des décisions, Chris dit: «Selon les éléments factuels qu'on a, nombre de kilomètres, coût horaire et cetera». Bon, OK, mais ça, c'est du perceptible. Il y a aussi des éléments non factuels, non dimensionnables, c'est ça, sur la satisfaction du client. Mais l'idée, c'est que vous mesurez la satisfaction du client, ça c'est une évidence absolue parce que sinon, votre entreprise elle a aucun sens. Mais il y a aussi tout ce que ça a comme conséquence dans l'organisation interne. C'est-à-dire que si on monopolise 90 d'un moyen pour servir un seul client et qu'il ne reste que 10 de ces moyens-là pour servir les 99 autres, il y a un problème. Vous comprenez? Gilles dit qu'il aurait fallu temporiser en récoltant les informations, on y reviendra, et proposer une nouvelle date de rendez-vous avec le directeur commercial. Oui. Impact sur le rétexte si elle n'est pas collectée, dit Chris. Clos, mesurer le coût de nos décisions, temps investi plus coût variable, mais combien de personnes monopolisées et surtout le résultat? Bah oui. Mais là, en l'occurrence, je reprends le contexte du début, c'est que, le dirigeant a pris une décision qui est de dire à son directeur commercial: «Tu vas faire 900 kilomètres, c'est-à-dire tu vas prendre l'intégralité de ta journée pour aller sauver un dossier». Est-ce que, même si c'est un dossier qui vaut 3 fois le panier moyen d'un dossier, est-ce que ça vaut le coup de prendre une journée entière de voiture juste pour ça? En réalité, j'ai pas d'avis, mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment est-ce que vous mesureriez ce type de conséquences? Grégoire, est-ce que ce genre de situation se répète? Si oui, ça fait partie des coûts de la décision. Absolument. Laure dit: «La répartition des ressources». Oui. Là, dans l'urgence, on veut à tout prix régler le problème, oui, mais dans l'urgence, la prise de décision n'est pas la même. Peur de perdre le client, stress et cetera. Oui.
Mais, si vous avez peur de perdre le client, c'est que vous êtes déjà en train de commencer à avoir de mauvaises décisions, normalement. La peur est très mauvaise conseillère, n'est-ce pas? Sarah dit: «C'est une solution dite impulsive». J'aime beaucoup la formulation d'envoyer son employé faire 900 kilomètres. On est bien d'accord. Pour moi, si c'est un client vital, dit Lionel, on est en mode survie et ça change tout. Si c'est pas un client vital, on temporise. Bon, je ne peux pas dire qu'il est vital, parce que c'est pas le mot qu'on a utilisé dans la conversation avec Philippe, mais c'est un client suffisamment important pour que le patron, pardon, ne veuille pas le perdre. Soumaya dit: «Si perdre le client a un gros impact sur l'entreprise, alors une journée, why not?» Je ne pense pas que ce seul client ait un gros impact sur l'entreprise. Ce seul client ne représente pas 50 du chiffre d'affaires de la boîte. Et si vous avez un client qui représente 50 de votre chiffre d'affaires, vous avez un gros problème. Justement pour ces raisons-là. Exact, je pense qu'il y a des signes avant-coureurs, dis-donc. Hem, Gilles dit très justement, bien sûr: «Je pense que nous avons des techniques de communication qui nous permettent d'éviter de faire 900 kilomètres pour sauver un dossier». J'ai posé la question et Philippe m'a dit: «Non, non, non, il fallait que j'y sois, il fallait que j'y sois». Le «il faut», me fait toujours un petit peu réagir. Il faut intégrer dans l'équation le coût d'acquisition d'un client du même profil. Ça, c'est très juste. C'est tout à fait vrai, Lionel. Merci beaucoup. Bon, je vais laisser, les quelques derniers commentaires que vous pourriez faire là-dessus, mais vous comprenez pourquoi maintenant je dis que cette situation, elle était beaucoup plus bloquée qu'il n'y paraît et puis que les mauvaises décisions sont mauvaises quand elles semblent résoudre un problème et elles sont mauvaises quand le problème, il est surtout donné comme une patate chaude à une autre personne et que le même problème revient indéfiniment. Alors, on ne sait pas si le problème revient indéfiniment. Moi, je me mets surtout dans la posture du dirigeant qui laisse un subordonné avec justement une limite hiérarchique entre lui et moi, venir me polluer et me dire, quels sont ses problèmes. Et c'est là où peut-être que vous avez un autre avis que moi sur ce sujet-là, mais c'est ça, c'est quelque chose de récurrent. Je ne sais pas ce que vous en dites. Sarah nous dit: «Ils auraient dû reprendre le dossier de zéro, se poser les bonnes questions et les différents aboutissements, positifs comme négatifs. On dit de tourner 3 fois ou 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler, donc repenser 3 fois serait mieux avant une prise de décision comme celle-là». Oui, je suis bien d'accord. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence collective dont on dispose aujourd'hui pour que vous nous parliez maintenant de vos situations, s'il vous plaît? Des sujets qui bloquent, des sujets qui ont du mal à embarquer, des réfractaires qui freinent les projets qui freinent tout seuls. Même ceux, comme pour Philippe, qui n'ont peut-être pas l'air de situation bloquée. Dites-moi tout. Soumaya, quand le commercial bypass son directeur, c'est qu'il y a une raison. Oui, il y a tout forcément une raison, et on aimerait bien savoir laquelle. Et on aimerait bien savoir comment identifier cette raison pour la résoudre, pour la contourner, pour éviter qu'elle ne se reproduise. Allez, on oublie un petit peu Philippe, on se concentre sur vos situations, s'il vous plaît. Alors, pendant que les gens écrivent, je le redis, une deuxième fois, je prévois le 7 mars à 13 heures sur LinkedIn un audio live où vous pourrez en live, en audio, de vive voix, me poser vos questions sur les situations que vous rencontrez, qui vous bloquent, qui vous gênent, qui vous empêchent, de faire évoluer votre entreprise comme vous le voulez. Communiquez autour de vous sur cette date-là, c'est sur mon LinkedIn, le 7 mars à 13 heures. Bah, voilà, Mohamed, vous avez noté, parfait. Gilles parle du manque de motivation de certaines personnes. OK. Est-ce qu'il y a une réponse type à la question du coût réel d'une décision? Dit Grégoire. Bah, c'est pas qu'il y a une, réponse type, c'est qu'il y a une réponse adaptée à chaque situation. La Le sous-entendu de la question, c'est que quand vous décidez trop rapidement, j'y reviendrai plus tard, quand vous décidez avec beaucoup moins d'informations que ce dont vous auriez réellement besoin pour prendre une bonne décision, j'y reviendrai plus tard encore, vous êtes à peu près sûr de ne pas mesurer
le bon impact, le bon réel coût des décisions que vous allez prendre. Léa a l'air de valider l'idée de Gilles sur la question du manque de motivation de certaines personnes. On y vient. Un problème de process, déterminer les tâches de chaque personne et le type de management de chaque personne. Le type de management dépend du manager, pas des personnes qu'il manage. Parce que vous pouvez pas être manager et avoir 36 types de management différents si vous avez 36 personnes dans votre équipe. Vous avez si peu de problèmes à résoudre, mais pourquoi vous êtes aussi nombreux aujourd'hui alors? C'est incroyable! Si je vous réponds pas directement, c'est que ce sont des choses qui vont arriver au fil de la conférence, hein. Grégoire dit: «Incapacité à recruter une personne sur un poste clé. Pas de bon profil se présente». Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce poste clé et comment vous avez communiqué sur le non, ce que c'est que ce porte-clés, comment vous avez communiqué et c'est quoi la bonne personne? Un problème fréquent pour chacun de mes clients, dit Léa, tout doit être fait à la minute et c'est moi qui les habitue à ça. Est-ce que c'est moi qui les habitue à ça? Hem, Bah, il faut voir comment ils réagissent si vous réagissez pas à la minute en fonction de ce qu'ils demandent, peut-être. Mais on a tous envie que tout soit fait à la minute. Maintenant, on est obligé de composer avec les moyens existants et il y a peut-être des choses qui n'ont pas besoin d'être faites à la minute parce que, il y a un ordonnancement un petit peu logique. Mais pour savoir si c'est vous qui les habituez à ça, spontanément, je dirais non. Très bonne réponse de Sarah. Pour les habituer à attendre un peu, dites-leur votre plan d'action dans le temps. Donc plus de pédagogie, de ce que j'en comprends. Ah, hem, c'est un bon, on va se faire une petite parenthèse pédagogie. C'est un, il faut utiliser de la pédagogie, mais, sans utiliser le terme. Je sais que je l'utilise moi-même dans la manière dont je parle du management justement. Mais la pédagogie, c'est une relation d'un sachant à un apprenant. Même si vous êtes expert dans votre domaine, la personne que vous avez en face de vous n'est pas nécessairement apprenante de votre expertise. De la même manière que quand on dit qu'il faut faire preuve de pédagogie, de la part du gouvernement vers les Français, par exemple, petite minute politique, ça ne marche pas. Il y a pas un sachant d'un côté et un apprenant de l'autre. Donc il faut faire très attention à ce mot. Voilà, fin de la parenthèse. Alors Grégoire nous dit: «Je veux un chef pâtissier dans un labo qui alimente 3 pâtisseries. On passe par Facebook, Indeed, Pôle emploi, des sites spécialisés dans la profession. La réalité du métier est en décalage avec les attentes des employés». OK. Et alors c'est quoi la bonne personne? Ça veut dire quoi la bonne personne? Pour moi, le DG ne doit intervenir qu'en tout dernier recours, mais c'est aussi son rôle, dit Lionel. Mais c'est un indicateur important. Je me rappelle souvent qu'il y a 2 types d'imprévus, les imprévus imprévisibles et les imprévus qu'on aurait dû prévoir. Absolument. Le premier est l'occasion de travailler notre capacité d'adaptation, l'autre d'améliorer nos process internes. Oui. Mohamed qui est resté: «Je vous partagerai une expérience similaire, c'est du vécu, mais en sens inverse. Moi, directeur commercial et à l'encontre du patron, je suis allé sauver un dossier mineur. En revanche, le client est un communicant important et influent». À bientôt. À bientôt. Laure, en ce qui concerne les problèmes de motivation des équipes, on vient toucher une dimension qui est personnelle et qui ne dépend pas que des conditions de travail ou autres. Il n'est pas toujours facile d'interroger cela auprès de ses salariés. C'est vrai aussi. Alors, Bérangère nous demande, comment différencier ce qui est urgent et important dans les tâches que je fais? Hem, on va éviter de tomber dans Gilles, à bientôt. On va éviter de tomber dans la facilité de, on fait une matrice d'Eisenhower parce que c'est un peu réducteur. Hem, mais en vrai, il y a que vous qui savez ce qui est urgent et ce qui est important. La nuance, elle est, aussi dans ce que vous disent vos impératifs. Est-ce que c'est un impératif personnel ou est-ce que c'est un impératif, qui vient d'un client? Hem, parce que vu de ma fenêtre, ce qui est urgent est important, mais ce qui est important n'est pas nécessairement urgent et ce qui est urgent peut ne pas l'être. Ça dépend d'où vient l'urgence.
Est-ce que c'est urgent parce que vous vous dites, «Une fois que c'est fait, ce sera plus à faire»? Est-ce que c'est urgent parce qu'on vous dit: «Non, il faut que ce soit fait dans 5 minutes»? Est-ce que c'est urgent parce que vous avez le sentiment que le client serait beaucoup plus satisfait si c'était fait rapidement que pas, alors qu'il a peut-être rien dit, mais que vous avez l'impression qu'il faut que ce soit urgent? Non, je n'aime pas la matrice d'Eisenhower. Tu as tout à fait raison. Soumaïa, certains services souffrent d'un grand turnover. Alors, Urban Galindo: «Je suis désarçonné par le contenu de votre intervention, j'ai le sentiment qu'elle n'avance pas par rapport à mes attentes». Bah, j'en suis navré, mais si vous pouvez nous faire part de vos attentes, ça pourrait m'aider, peut-être? Le principe, c'est pas de donner du contenu théorique. Alors peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé quand je l'ai dit en tout début de présentation. Je vais donner un peu de contenu théorique, parce que c'est le principe d'une conférence, mais je permets aussi aux gens de parler de leur situation, d'avoir un minimum d'interaction entre eux, d'avoir de l'interaction avec moi, ce qui donne un retour un peu plus humain, un peu plus personnalisé. Voilà mon parti pris. Alors une bonne personne, dans ce que nous dit Grégoire, fiable, techniquement bien, pas besoin de plus, indépendante, souci de rentabilité des recettes en tête. Mes attentes sont dans ce que j'ai compris de votre titre. Eh bien, on y arrive, on y arrive. Thomas, comment faire travailler ensemble des équipes pluridisciplinaires avec efficacité et cohésion? Mesurer et vérifier que les valeurs de l'entreprise du management sont réellement appliquées en bas de l'échelle. Ça, normalement, c'est le rôle du manager. Sarah dit une écoute, une communication, une écoute claire et active résout la majorité des problèmes. Oui, ça passe par là, mais c'est pas suffisant. Ok. Alors, j'ai une petite question à ce stade de notre travail collectif. Est-ce que vous savez pourquoi nous faisons ces erreurs? Pourquoi nous nous retrouvons dans des situations bloquées, comme dans une voie sans issue? Et pourquoi nous sommes parfois accompagnés de personnes peu motivées, voire partie prenante du problème? On n'a pas beaucoup parlé des récalcitrants, je vais revenir un peu plus tard. Hem, Laure nous dit: «On apprend beaucoup de l'écoute, mais l'action est importante». Mais justement, comment vérifier que les managers ne montrent pas simplement qu'ils ont envie ce qu'ils ont envie de me montrer? Ah! Comment vous leur parlez aux managers? Comment est-ce que vous les impliquez dans votre vision de l'entreprise? Qu'est-ce que eux vous font spontanément comme remontée du terrain? C'est ça qu'il faut mesurer. Je repose la question. Est-ce que vous savez pourquoi on fait ces erreurs? Et pourquoi on se retrouve dans ces situations bloquées? Et pourquoi est-ce qu'on rencontre tous ces problèmes? Manque de communication, nous dit Grégoire. Mauvais diagnostic de base. Bon, pour l'instant, 20 sur 20. Besoin d'une vision? Oui. Bah, du point de vue du chef d'entreprise, oui, ça c'est clair. Plan d'action, c'est-à-dire? Manque de plan d'action? Quel est l'objectif? Je pense que c'est la base, oui. Pourquoi ces situations? Vaste question, mais je pense que c'est le manque de recul parfois. Tête dans le guidon, on ne voit pas le problème et ses conséquences si on ne fait rien dans son ensemble. Oui, mais alors, ça c'est une comment dire? C'est une question de longue durée. Là, je parle plus, ponctuellement, mais c'est tout à fait vrai, alors. Tout à fait vrai. Bon, bah, je pense que notre ami qui attendait la fin de la conférence est parti. C'est pas grave. Vision divergente sans acceptation de l'objectif. Ah oui, ça c'est fatal, on est bien d'accord. Définition claire des rôles, des missions et des autorités. Manque de stratégie. Si on n'a pas de vision, on aura difficilement une stratégie, ça c'est sûr.
Tout le monde ne rame pas dans le même sens. Oui aussi. La gestion de la communication. Oui aussi. Objectif imprécis, mauvaise répartition des tâches et des rôles. Oui, absolument. Et troisièmement, nous dit Chris, vision, mission, valeurs, culture, organisation. Oui, bon, c'est pas mal. Bon, on a de très bonnes choses. Merci, merci pour ça, c'est très chouette. Alors, justement, intelligence collective toujours en place avec bienveillance et soutien, j'espère. Quelles seraient les erreurs que vous avez pu observer dans tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, de la part, des différentes personnes qui ont exposé leur situation? Et on va pas dire des erreurs au sens, «Ouais, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça», mais qu'est-ce qui peut manquer? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a échappé à la vigilance de la personne qui nous a parlé? Dans le cas des équipes, c'est réunir les conditions pour bien travailler ensemble. OK. Objectif, projet de l'entreprise compris par l'ensemble des salariés, orga et cetera. L'idée étant ici de voir si les situations que vous avez pu entendre de la part des autres participants vous inspirent des réflexions, vous inspirent des des conseils peut-être aussi, tout en tenant compte de ce qu'on a dit depuis le début, évidemment. Il faut pour certains, je pense, différencier obstacles et freins. Oui, après, peut-être que les définitions sont très personnelles. Mais oui, l'idée de l'obstacle, c'est de dire: «OK, on a une forme de moyens supplémentaires ou de moyens de contournement pour dépasser cet obstacle». Le frein, c'est quelque chose qui nous freine par définition et qui induit un changement à un moment donné dans la machine, au départ, pour pouvoir la faire repartir. On est d'accord? Donc comme je vois que plusieurs personnes écrivent, je laisse les gens arriver. Alors Sarah, nous embauchons des personnes au profil souvent similaire au nôtre. Prendre des profils différents implique d'autres visions et solutions aux problèmes existants. Oui, quelqu'un parlait des difficultés de recrutement et des attentes des salariés. Dit Laure, cette personne a-t-elle déjà recensé les attentes de ses salariés actuels? L'idée n'est pas de répondre positivement à tout, mais d'avoir un regard sur les attentes prioritaires lorsqu'elles ne sont pas comblées, ce qui peut conduire à des problèmes comme des départs, le turnover, etc. Oui, je note la remarque d'une spécialiste. Chris parle des marges de manœuvre dans la fonction à exercer. Je pense, dit Claude, que la variable culture d'entreprise est importante. Profil différent, certes, mais il faut aussi savoir s'adapter à la différence en tant que chef d'entreprise. Oui. Bah, je repense à ce que nous disait Grégoire tout à l'heure à propos de son poste de chef pâtissier. Heu, il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est que, il y a peut-être un décalage entre le niveau d'exigence attendu, idéal, de ce que doit être cette personne sur le plan, j'entends, technique, hein. Je ne parle pas au niveau du savoir-être, mais bien du savoir-faire et ce qui est existant sur le marché aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas, à quel coût, de recruter un poste avec un savoir-faire peut-être un petit peu plus réduit, mais qui
saisi d'une opportunité comme celle-ci, va pouvoir, hem, monter cette courbe d'apprentissage beaucoup plus rapidement que dans un contexte autre, et arriver au niveau d'attente du poste beaucoup plus rapidement que si on devait attendre la perle rare avec le bon niveau. C'est ça que je veux dire. On cherche beaucoup, des fois, le mouton à 5 pattes et on perd les opportunités. Je valide cette notion de courbe d'apprentissage. Merci Laure. Alors ça veut pas dire que j'ai raison, mais spontanément, c'est ce qui m'est venu comme, comme idée. Et bah, voilà, donc merci Grégoire de le confirmer, hein, le savoir-faire est aussi important que le savoir-être. Hem, il y a des métiers où le savoir-être, on s'en fout. Je pense que dans les métiers de bouche, s'il y a pas de savoir-être, il y a quelque chose de raté dans l'expérience, quoi. C'est ça c'est presque évident, mais c'est bien de le rappeler. Alors, si vous je sais pas s'il y a encore des remarques ou des commentaires à faire par rapport à ce qui avait été déjà dit? Bon, j'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard avec les commentaires que vous voulez dire. Je vous ai fait participer et je vous remercie de vous être, pris à l'exercice. C'est quand même assez intéressant. Hem, alors, Flo nous dit: «Cette courbe d'apprentissage peut être façonnée sur les bases de la culture d'entreprise et des attentes pour le poste». Absolument. Si progression il y a, chacun en sort gagnant. C'est tout à fait ça. Alors, bon, on a, on a vu beaucoup de pratiques. L'idée, c'était de vous faire quand même quelques propositions d'éléments théoriques pour vos situations actuelles et futures. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure avec la situation, de Philippe, c'est la rapidité avec laquelle on va prendre des décisions. Alors, je sais qu'il y a un contexte, il y a un sentiment d'urgence, mais plus on va décider rapidement ou dans la précipitation, quelque chose qui demande justement de la réflexion et du temps, plus il y a de chances que la décision prise, elle soit mauvaise, avec des conséquences qui sont quand même assez graves parfois. Donc prendre le temps de la décision, bah, ça va sembler un peu, contre-intuitif quoi, mais jusqu'à ce qu'on se rappelle justement que ça va nous faire gagner du temps par la suite. Ça, c'était le petit point de précision de départ. La deuxième chose, qui est en fait la plus importante, toujours commencer par se poser la question: «Est-ce que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin avant de pouvoir décider correctement?» Et si vous faites partie de la race humaine, vous allez toujours croire que oui, vous avez les informations, alors que c'est presque jamais le cas. Vous allez croire que vous avez les informations parce que vous voulez décider rapidement. Première étape, doucement dans la décision. À la décharge, je le dis autrement, de tous les décideurs, c'est extrêmement rare de disposer du premier coup de toutes les informations dont on a vraiment besoin pour vraiment bien décider. Parce qu'il y a une marge entre le niveau, pardon, d'information dont vous avez besoin, au moment de l'apparition du problème, et le niveau minimum dont vous avez besoin pour décider au mieux. Comme on veut aller vite, forcément, c'est tentant de croire qu'on a toutes les informations nécessaires. Gardez ça en tête. Ça parle forcément à quelqu'un, le fameux, «Ah, si j'avais su!» Bah oui, mais c'est de ça dont on parle ici. Dites-moi si c'est quelque chose, qui vous arrive dans votre processus de décision. Parce que bon, il faut quand même savoir qu'il existe, 8 sources d'information et d'analyse de l'information. Je ne vais pas les énumérer ici parce que ce serait beaucoup trop long, on peut en parler tout à la fin si vraiment vous voulez. Mais ça montre à quel point on peut trop vite négliger cette étape essentielle. Si vous partez du principe qu'une solution est bloquée, est définitivement bloquée, c'est probablement parce que votre lecture de cette situation est limitée en information. Ça va comme ça? Troisième chose, s'assurer d'avoir un minimum de 2 ou 3 hypothèses de travail à tester avant de décider. Si vous avez qu'une option à disposition, c'est qu'il manque probablement des informations, donc vous remontez d'une étape. Ce que je veux dire, c'est que ne travailler que sur une hypothèse quand elle n'est pas alimentée de suffisamment d'informations, qu'elle a été imaginée un peu trop vite, c'est une recette dangereuse. Si votre hypothèse n'est pas bonne, votre décision sera forcément coûteuse. Donc, mieux vaut explorer différentes pistes et, encore une fois, prendre un temps, certes précieux, mais moins coûteux en amont qu'en aval.
La quatrième chose, ça va être de tester ces hypothèses en utilisant les ressources à disposition pour sélectionner la meilleure. Le test peut se contenter de très peu de choses. Le plus classique, c'est l'expérience de pensée, pendant laquelle on fera l'effort de réfléchir en dehors de certains biais et de se projeter dans les conséquences possibles d'une décision basée sur une de nos hypothèses. Soit dit en passant, pour ceux qui veulent parler de nos biais cognitifs, je vous invite dès à présent à prendre rendez-vous avec moi parce que ces biais sont responsables de beaucoup d'erreurs de décision et pas seulement de la part de chefs d'entreprise, mais vraiment tout le monde, hein. Tout ce que je viens de dire là, ces 4 petites premières étapes, en réalité, ne vous demandent que quelques secondes. Mais ce sont des secondes précieuses qu'il convient de prendre au calme, pas entre 2 coups de fil ou entre 2 réunions et si possible avec des partenaires de confiance, en particulier des gens que vous reconnaissez, par exemple, pour leur capacité à rassembler les informations et émettre des hypothèses de travail solides, rapidement. Une cinquième chose dont je peux vous parler, c'est ce qui va concerner les équipes. C'est justement la manière dont vous allez responsabiliser chacun des membres, avec l'observation et la marge d'erreur que ça implique et que ça puisse requérir. Je viens de parler à l'instant d'un équipier qui puisse rassembler rapidement des informations. Eh ben, peut-être que votre premier choix dans votre équipe pour, quelqu'un qui semble être utile et rigoureux et pertinent dans son rassemblement d'informations, peut-être que cette première impression, cette première personne n'est justement pas la bonne. Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Bah, faut simplement lui dire. Vous expliquez les raisons de votre erreur et vous lui donnez d'autres responsabilités plus en accord avec ses compétences ou ce qu'on appelle en anglais ses soft skills, tout en admettant et en intégrant que celles-ci évoluent dans le temps. C'est pas parce que, GG a fait ça, pendant 15 ans qu'il faut qu'il les fasse pendant les 15 prochaines années. Peut-être que c'est des choses que tout le monde a envie d'essayer, tout le monde a une appétence particulière pour différentes choses et on peut pas leur laisser qu'un périmètre de soft skills à mettre en avant. Je reste une seconde de plus sur ce sujet. Il est impératif que vous connaissiez les soft skills de vos collaborateurs et que vous sachiez ce pourquoi ils sont naturellement doués. Il y a beaucoup d'éléments à connaître pour identifier les forces de vos équipiers, mais là aussi, encore une fois, on en reparle en rendez-vous si vous en ressentez le besoin. C'est hyper important. Vous allez devoir mettre des temps de feedback. Je crois que c'est, Soumaya qui en avait parlé un peu plus tôt. À la fois pour que vous puissiez prodiguer vos encouragements et vos remarques constructives, Sarah aussi. Mais aussi pour que les collaborateurs puissent faire part de leurs points de blocage, de leurs ambitions, dans un contexte d'écoute et de respect. Si c'est fait à moitié ou sans réelle considération, bah, le niveau d'implication et de motivation va très vite tomber et ce sera très difficile de récupérer tout le monde. Ce qui nous amène au dernier point. La dernière chose, c'est ce qui va concerner les récalcitrants. Pas forcément les démotivés qui traînent des pieds, mais aussi ceux qui trouvent toujours une bonne raison de ne pas avancer dans le projet qu'on souhaite lancer. On appelle ça les tirs au flanc aussi. On en trouve, statistiquement un ou 2 en moyenne par équipe de 5 personnes et les plus talentueux d'entre eux réussissent tout simplement à torpiller un projet. C'est comme ça. On les reconnaît principalement, par les phrases qu'ils utilisent, que vous connaissez tous. Vous savez, du style, «Ah ouais, non mais attends, on a toujours fait comme ça, bah ouais, c'est comme ça que ça se passe, ouais, mais non, ça sert à rien, vous verrez dans 3 ans, on va en rigoler», ou mieux encore: «Je ferai pas ça parce que c'est pas sur ma fiche de poste». Vous les connaissez? Je vous pose pas la question. Vous avez forcément croisé quelqu'un dans vos carrières qui est comme ça et il y a de grandes chances pour que vous en ayez dans vos équipes. Alors, Sabrina, oh que oui, le cri du cœur. Bon, allez, on essaye de faire un petit effort d'imagination pour ceux pour qui c'est possible et puis pour les autres, vous les garderez pour la prochaine fois. Vous pensez à cette personne qui, bah, à chaque fois que vous avez eu envie de lancer un projet, un nouveau truc, même un tout petit truc, puis qui, finalement vous a échappé des mains, à cause de la volonté de cette mauvaise personne. Et ben, la prochaine fois que vous avez envie ou besoin d'insuffler dans votre entreprise une nouveauté ou un changement, ne faites pas d'annonce en réunion où cette personne aura toute la place pour bougonner. Mmh. Non, 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 non. Vous la convoquez dans votre bureau ou encore mieux, vous allez la voir dans le sien, si elle dispose d'une pièce où le reste du groupe ne se trouve pas avec elle et vous lui confiez le dossier.
en lui expliquant que c'est elle qui va être en charge. Alors évidemment, évidemment, vous aurez le droit à plusieurs réactions, que vous aurez à cœur d'accueillir positivement et avec entrain et qui seront dans votre argumentaire. Les preuves que c'est cette personne-là qui est la meilleure pour mener la stratégie à bien, avec votre soutien évidemment. Si vous voulez, l'idée c'est la suivante. Les râleurs râlent principalement parce que au départ, on ne leur a pas demandé leur avis. Alors, la blague, c'est qu'en entreprise, on s'en fout de leur avis. On est bien d'accord, ça a aucune importance. Donc il faut juste un tout petit peu décaler le truc. On leur demande toujours pas leur avis, mais à minima, on implique leur expertise, en plus avec discrétion, sans les mettre au pied du mur, en tout cas pas frontalement devant tout le monde. Ce qui est une façon un peu plus souple de les responsabiliser, qui va les inciter à aller au bout de la démarche sans s'aborder le résultat. Est-ce que ça vous parle? Je voudrais que vous fassiez le test, puis que vous reveniez me dire ce que ça a donné. Est-ce que avec tout ça, vous avez des questions? J'insiste par rapport aux questions que vous pourriez me poser, parce qu'il est 13h51. On a, 9 minutes avant que je doive rendre l'antenne. Hem, donc posez-moi vos questions. Donnez le couteau à la jambe gangrénée. Je comprends pas la phrase. Pendant que je vous laisse écrire vos questions, gardez quand même une toute petite oreille attentive à ce que je vous dis, parce que, je voudrais attirer votre attention sur le petit bandeau vert qu'il y a en haut de votre écran, en haut de votre écran jaune. Dans ce bandeau vert, il y a un petit bouton rouge et puis quand vous cliquez sur le bouton rouge, vous arrivez sur, mon agenda de rendez-vous. Je pense que vous avez été quand même un certain nombre à m'exposer différentes situations bloquantes dans vos structures. Il y a aussi quelques personnes parmi vous qui n'ont pas beaucoup, voire pas du tout parlé, qui avaient peut-être juste envie de savoir un petit peu ce que j'avais à dire à ce sujet, donc merci. Hem, mais vous l'avez compris, c'est quand même mon travail d'accompagner les dirigeants et les responsables de projets à débloquer ces situations. Évidemment, le webinaire n'est pas exactement le lieu pour ça. On a pu peut-être, déblayer certains sujets. Je doute pas que l'intelligence collective dont vous avez pu bénéficier aujourd'hui, d'ailleurs, vous aura donné un autre regard sur ces situations, en tout cas je l'espère. Mais si vous êtes dirigeant et que vous avez un problème pour faire avancer vos ou votre projet, vos ou votre équipe, si vous êtes responsable d'un projet stratégique pour votre entreprise et que vous êtes bloqué parce que, 1 ou plusieurs personnes vous bloquent, tout ou presque, s'il vous plaît, j'insiste, prenez rendez-vous avec moi, avec ce bouton rouge, parce que je pense que je peux vraiment, vraiment vous aider. Je fais encore un rappel avant d'attaquer, le les derniers messages qui sont en train d'arriver. Cette conférence va être, publiée sur, ma chaîne YouTube dans les prochains jours. Hem, vous retrouverez, d'ailleurs sur cette chaîne une centaine de vidéos et des capsules sur, les questions de gestion de temps, des interviews d'entrepreneurs, d'autres conférences, bref, allez-y, il y a de quoi faire. Je vous rappelle la date du 7 mars à 13h, audio live LinkedIn, à communiquer autour de vous. Voilà, vous savez tout. Alors, Grégoire dit: «Ça peut marcher, c'est sûr, mais les récalcitrants sont plutôt de 2 types à mon avis. Ceux qui, comme vous dites, souhaitent juste donner leur avis et ceux qui ne sont pas ou pas assez compétents et se dissimulent derrière le mauvais caractère. Ces derniers, je ne leur confie pas un projet». Ah oui, non mais, alors OK, hyper important. Hem, c'est quelque chose que je comprends pas très bien, mais, peut-être parce que je suis très jeune ou parce que je suis très naïf. Mais, placardiser les gens, ça sert à quoi dans une entreprise? C'est-à-dire que la personne, elle est pas compétente, vous la virez et vous la remplacez par quelqu'un de compétent. OK, il y a un marché de l'emploi, plutôt stressé, en ces dernières années en France, mais, parce que ça c'est même pas une question de coût économique là, de payer quelqu'un, de pas compétent. Ça a un coût de motivation et de morale sur le reste de l'équipe qui est compétente, mais qui se fait traîner les pieds par les autres, je ne comprends pas. Soumaïa, je pense personnellement que c'est important de prendre l'avis de ses équipes. Pour revenir au récalcitrant, je pense qu'il faut trouver ce qui les motive et les met en valeur, car c'est souvent des personnes qui manquent de confiance en eux. Absolument.
C'est tout à fait juste. Claude, l'explication de donner le pouvoir aux réfractaires afin de l'impliquer, je qualifie parfois des acteurs néfastes de gangrène, car ils peuvent faire capoter un projet et convertir d'autres collègues dans la mauvaise récalcitrance. Dans ce cas, ils créent la gangrène, mais ils auront le couteau en main. Non. Hem, alors, pour reprendre ton image, on peut leur donner le couteau, mais c'est quand même toi qui tiens la ficelle, qui tient le couteau. C'est-à-dire que c'est toi qui gardes la, la possibilité d'enlever le couteau si tu vois que ça dérape. Ce qui rejoint la remarque très juste de Grégoire plus haut. Benjamin, j'ai pas compris votre question. Quel? Mais, peut-être qu'il y a eu une frappe entrée, un peu trop rapide. Ah, Benjamin, comment diminuer le sentiment d'urgence? D'où vient le sentiment d'urgence? Est-ce qu'il est interne à vous? Est-ce qu'il est interne merci Grégoire, à bientôt. Est-ce qu'il est interne à vous? Est-ce qu'il est interne à la société? Est-ce qu'il est externe au client ou est-ce qu'il est externe à la situation générale? Et en réalité, plus il est éloigné de vous, plus vous comprenez que ce sentiment d'urgence, il est extrêmement relatif. Je ne sais pas si je suis clair? Parce qu'en même temps, j'ai pas beaucoup de pas beaucoup d'éléments pour vous répondre. Mais, OK, urgence perçue du client. Bon, ça Benjamin, je vais avoir du mal à vous répondre en 3 minutes. Je vous propose vraiment qu'on en parle en tête à tête ou même en message privé sur LinkedIn, ça me dérange pas. Chris, merci, je dois partir, c'était sympa, beh, avec grand plaisir. Hem, Parce que l'urgence perçue du client, la question, c'est surtout de savoir si c'est à vous d'avoir la pédagogie nécessaire, de mettre une distance entre là où vous êtes opérationnel et où son stress qu'il vous communique ne sert pas le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'il y a une forme de communication, suffisamment, apaisante à trouver pour faire comprendre au client que c'est pas du tout en vous soufflant dans le cou que vous allez être beaucoup plus productif ou beaucoup plus rapide ou beaucoup plus efficace pour bien le servir. C'est même l'effet inverse qui se produit. Merci Sarah, à bientôt. Soumaya, le sentiment d'urgence, je pense que ça vient de la posture qu'on adopte et de la capacité à rassurer. Effectivement, pas toujours facile. Hem, alors oui, c'est une question de posture, mais encore une fois, c'est pour ça que je posais cette question au départ, c'est que ça dépend si c'est une question d'urgence interne ou externe et en l'occurrence, un client qui est beaucoup trop, nez dans le guidon et stressé par un résultat imaginé, va communiquer beaucoup trop fort cette pression à son prestataire ou à son fournisseur et c'est là où il y a un déséquilibre à essayer de stabiliser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vois plus personne en train d'écrire. Hem, merci, merci pour votre présence Soumaya, merci pour ce webinaire, bah, avec plaisir. Nicolas, merci, c'était très intéressant, merci beaucoup. Sabrina, merci. Benjamin, avec plaisir. Merci Bastien. Bon après-midi à tous. Je rends l'antenne.